Yo tout le monde, aujourd'hui on est là pour parler des épisodes 39-40 de Bleach Fazendir Blood War qui faisait office de grand final pour cette partie 3. Et pour le coup, disons-le tout de suite, c'était pas aussi surprenant que pour la fin de la partie 2. Cette fois on n'a pas de rajout vraiment notable et si vous avez lu le manga, vous devriez pas être trop dépaysé, puisque ces deux épisodes adaptent le début des gros combats face à Askin et Gerard, et nous montrent aussi la résolution du conflit entre Uryu et Ichigo, alors qu'on apprend enfin les vraies intentions du Quincy. Mais comme toujours avant d'en parler, déjà je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et le meilleur pour l'année 2025. D'ailleurs je sais pas trop quand cette vidéo va sortir, peut-être que le jour de l'an sera pas encore passé, mais peu importe. Si vous voulez continuer à soutenir la passion de Bleach, n'oubliez pas de claquer vos bankai sur le bouton like pour aider au référencement de la vidéo. Et maintenant que c'est dit, parlons un peu de ces deux épisodes finaux. Déjà pour une fois ma prédiction était juste, puisqu'on termine bien sur Ichigo qui part affronter Yua alors que le combat entre Uryu et Yugram commence. Et évidemment on voit aussi le début des combats de Gerard et Askin. Mais pour moi, ces épisodes servent surtout à préparer la partie 4. Genre là, le but était pas de nous montrer des combats de malade ou un climax de fou, et à cause de ça, peut-être que certains seront un peu déçus. Surtout avec Askin qui prend 5 minutes à la fin pour nous faire son sketch. Après, moi ça m'a pas dérangé, même si c'était du remplissage. En plus, on a des informations sur le Schutzstaffel d'il y a 1000 ans, même si c'est rien d'incroyable. À un moment, je pensais même qu'Askin allait dévoiler des secrets de fou sur les Quincy au calme, comme ça, pendant la scène post-crédit. Mais non, au final, c'est surtout pour déconner, et le passage du café au lait, je m'y attendais tellement pas, vraiment, ça m'a buté. Comme toujours, meilleure boisson chaude au monde, ça y a aucun débat. Mais pour parler des épisodes en eux-mêmes, commençons avec le passage que j'ai préféré, Yoruichi contre Askin, justement. Parce que franchement, le Shunko de Yoruichi, c'était magnifique. J'ai adoré la façon dont c'était mis en scène avec l'animation et les bruitages qui étaient trop stylés, et c'est clairement le passage qui m'a donné le plus de frissons pendant ces deux épisodes. Bon évidemment on l'avait dit la semaine dernière, mais pour ce qui est du passage de la honte, il est bien là, avec Ichigo qui a été neutralisé par le Gift Bat d'Askin. Une technique dont on a souvent parlé, donc je sais bien qu'elle est très dangereuse, mais quand même. Ça me fait toujours un peu chier de voir Ichigo se faire avoir comme ça off-screen. Après je trouve ça un peu moins choquant dans l'animé. Peut-être parce que l'ordre des événements est modifié, mais bon, ça reste un peu bizarre de voir Ichigo qui est censé être giga craqué se faire piéger de la sorte. Je pense que là-dessus, mon avis changera jamais. Par contre, tout ce qui suit avec Yoruichi et Yushiro, c'était vraiment cool. Surtout Yoruichi qui a vraiment fait plaisir avec ces deux épisodes. Ils ont même rajouté un passage où elle fait une prise de catch à Askin. Puis voir Yushiro en combat, bon c'est pas le truc le plus hype du monde, mais encore une fois c'est un perso qu'on n'avait jamais vu en action avant ça. Donc moi ça me fait plaisir, surtout que le moment où il allume Askin était quand même bien badass. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé ce début de combat et je suis vraiment trop chaud pour la suite. Franchement quand on y pense, ça risque d'être légendaire. Comme j'ai dit avec ces deux épisodes, ils ont adapté les derniers moments de calme avant qu'on rentre dans la dernière ligne droite. Et quand je dis calme, bien sûr c'est relatif. Genre c'est calme par rapport à tout ce qui va arriver après. Et j'espère vraiment qu'ils vont tout donner pour que ce soit incroyable de bout en bout. Ensuite, en ce qui concerne Gerard, bon bah comme prévu, on voit aussi le début de son fight et pour le coup on a eu quelques rajouts inattendus. Mais avant ça, c'est d'abord la 6ème division qui est à l'honneur, avec le retour de Renji qui a finalement été soigné par Hachi. Ça non plus, en vrai, je m'y attendais pas forcément. C'est Iori qui le retrouve juste après qu'il se soit fait fumer par Uryu, et les Vizards sous-entendent qu'il a fait exprès de pas le tuer, en lui infligeant une blessure nette à laquelle il pourra survivre. C'est donc comme ça qu'il peut rejoindre le groupe qu'il avait jamais vraiment quitté dans le manga. Et cette explication va très bien, surtout que les Vizards vont aussi s'impliquer dans le combat face à Gerard, donc pas de soucis à ce niveau-là. Ensuite, j'attendais beaucoup de voir le passage de Byakuya qui trucide le Quincy, et ça aussi c'était bien cool. Mais on passe quand même un peu trop rapidement sur les moments où Gerard se prend les attaques de Senbon Sakura. Genre les transitions sont un peu rapides et t'as moins le temps d'apprécier la violence des chocs comparé au manga, je trouve. Après, la transformation de Gerard c'était vraiment clean. Et j'ai beaucoup aimé le moment où on voit le Varvelt depuis ses yeux. Ça c'était un plan vraiment stylé. Franchement, j'arrive toujours pas à croire qu'on voit le Shrift M en action, en vrai c'est une dinguerie. Et quand je pense que ma vidéo sur ce personnage date d'avant la première partie de l'animé, en vrai ça fait bizarre. J'ai l'impression que c'était hier quelque part. En tout cas, à ce stade, après l'activation de son Shrift qui lui permet de grandir en fonction des dégâts qu'il a pris, Gerard semble capable de repousser facilement les Shinigami qui lui font face. Mais vous devez vous douter que son pouvoir se limite pas à ça, étant donné que le gars s'est fait décapiter au calme par Byakuya et ça l'a pas tué. Donc il y a forcément quelque chose de plus et c'est pas aussi simple que cette histoire de je grandis si je prends des dégâts. Surtout que maintenant on sait que Gerard est tout comme Pernida un Quincy très spécial, qui n'a jamais vraiment reçu de pouvoir de la part de Yua car il possédait déjà les siens en tant que cœur du roi des esprits. Il serait donc lui aussi une partie du roi à la base, comme nous l'explique Askin alors qu'Ichigo tape sa meilleure sieste. Et faut dire que ça aussi c'était stylé en termes de mise en scène. La façon dont Askin parle de tout ça, c'est vraiment comme je me l'imaginais avec le manga. Et son seiyuu est vraiment top tier, en vrai il fait trop bien le taf. Et ça me fait penser que ce serait vraiment incroyable d'avoir une sorte de backstory pour Gerard, Lil et Pernida. C'est clairement un truc que je kifferais voir en partie 4, même si c'est pas dans les priorités. Mais pour parler de rajout, ici on a eu droit à une belle mise en avant pour les Vizards, et comme je le disais tout à l'heure, ça m'a plutôt surpris. Déjà, Shinji et Inamori se font pas balayer comme des mouches dès le premier assaut de Gerard et ils opposent un peu de résistance. Avec un stratagème un peu bizarre, on va pas se mentir. Si j'ai bien capté, Inamori a utilisé Tsuriboshi, qui est un sort de Kido, afin de créer une plateforme qui les propulserait vers le haut grâce aux explosions générées par son Zanpakuto.
Et en vrai c'est marrant qu'il se soit cassé la tête avec ça pour montrer une sorte de coordination entre Inamori et son capitaine. Franchement j'apprécie l'effort et c'était cool de voir Shinji balancer le Hado 91 au calme sans incantation. Tout ça c'est quand même bien mieux que dans le manga, car à ce stade, dans l'histoire originale, après la claque de Gerard, c'est fin de tournage pour la 5ème division, et on revoit plus Shinji avant l'épilogue. Bon juste après ils s'en prennent une malgré tout, mais c'est pas fini, puisque non seulement Shinji est toujours là, mais en plus Rose et Kensei reviennent sur le champ de bataille, pour se lancer dans un assaut avec le reste des Vizards qui attendaient plus que de passer à l'action. Et bien entendu, Lisa et Mashiro sont aussi de la partie, donc ça fait plaisir. Parce que déjà ça rappelle l'arrivée des Vizards pendant la fausse Karakura, mais en plus ça met en avant des personnages dont le sort dans le manga laisse vraiment à désirer. Après j'espère qu'ils vont nous faire une belle combinaison, car normalement il y a que Iori, Yachi et Love à ce moment-là et ils se font laver en 5 secondes. Donc je m'attends pas à un truc de fou, mais cette fois ils sont au complet et tous à pleine puissance avec leurs masques. Alors j'espère qu'on aura droit à une belle scène parce que c'est leur dernière chance de briller à ce stade, et ça pourrait être intéressant de voir ça pour commencer la partie 4. Quoi qu'il en soit, Gerard, vous l'aurez compris, risque d'être un ennemi particulièrement dangereux. Mais en vrai, Aski n'est pas en reste non plus, et avec l'épisode 39, on comprend bien que son pouvoir, en plus d'être fatal, fait aussi de lui quelqu'un de très difficile à tuer, puisqu'il peut développer une immunité face aux Reiatsu de ses adversaires. Pour ça, il lui suffit d'encaisser des attaques de pression spirituelle sans mourir, et vu qu'il est particulièrement résistant, ce pouvoir le rend vraiment monstrueux. Genre ça a littéralement l'effet d'une sorte de virus, qui peut à la fois empoisonner ses ennemis et l'immuniser face à leurs attaques. Du coup, avec ce qu'on voit, ça a l'air mal engagé pour les Shioin, qui ne peuvent plus blesser Askin avec leur pression spirituelle. Mais pour parler de la suite, faudra attendre la partie 4 qui nous montrera l'issue de ces combats. Parce que je le répète encore une fois, mais là le but c'était vraiment de déblayer le terrain avant la dernière ligne droite. D'ailleurs avec ces 2 épisodes finaux, on voit des choses qui sont censées nous être dévoilées plus tard, et certains trucs sont zappés pour pouvoir se concentrer sur Uryu et Ichigo. Par exemple, Ryuken et Ishin, on ne les voit que bien plus tard dans le manga, et normalement le combat de Gerard va plus loin que ça avant qu'Ichigo n'arrive devant Uryu. C'est pour ça que je dis que ça fait bizarre quand on est habitué au manga. Mais bon, dans le fond, ça change rien, et comme j'ai dit, à mon avis, c'est surtout pour permettre à la dernière partie de se concentrer sur les moments les plus impactants. D'ailleurs, en parlant des 2 darons, la scène inédite où on les voit au cimetière avant de se rendre au Seireitei était très bienvenue. Et j'espère que c'est une façon de nous dire que l'implication de ces deux-là sera bien plus grande que dans le manga. Évidemment, je m'attendais pas à les voir débarquer au Varvelt dès la fin de cette partie, mais c'était vraiment cool de les voir. Et j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ces deux-là. Cette fois, je vous le dis, ils serviront pas juste de livreur Uber Eats. Ensuite, pour se concentrer un peu sur le 2e épisode, là je dois dire que je suis un peu déçu en ce qui concerne la résolution du conflit Ichigo et Uryu. Les passages où on voit le Quincy qui lit le livre de Soken Ishida, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé revoir le grand-père d'ailleurs, mais en vrai y a rien de notable. En le voyant pendant la petite scène du cimetière, je m'attendais à de la dinguerie, mais y a pas grand chose en plus par rapport au manga en vrai. Si ce n'est un peu de contexte par rapport à la décision d'Uryu qui souhaite réaliser la volonté de son grand-père, qui disait justement dans son livre que Yua était maléfique et que s'il venait à revenir, il faudrait l'arrêter à tout prix. En plus, Yugram mentionne même pas les fameuses puces piégées qu'Ishida est censé avoir disséminées partout dans le Varvelt. Normalement, c'était avec ces puces volées par Soken Ishida quand il a fui le Vandenreich qui comptait tout faire péter. Mais là, du coup, aucune mention de ça. Et faut dire que c'était un peu problématique dans le manga, car on n'apprend jamais la vraie relation entre Soken et le Vandenreich. Une relation qui soulève beaucoup de questions, car ça semble étonnant qu'il ait pu faire partie de cette armée. Mais je sais pas pourquoi ils ont coupé ce passage en vrai. Peut-être qu'ils gardent ça pour plus tard, ou alors ils se sont dit que ça faisait bizarre. Mais bon, c'est pas comme s'ils essayaient de jamais mentionner Soken Ishida. Donc franchement, j'espère qu'on en saura plus sur lui, mais là j'avoue que ça commence à faire beaucoup de demandes de rajouts conséquents. Genre à ce stade, c'est sûr qu'il restera des points d'ombre même après la partie 4, alors espérons déjà qu'il traite les points les plus importants. Ensuite, pour le dialogue et le petit combat Uryu-Ichigo, pareil, aucune mention de Renji, de Shutara et du combat précédent où le Shinigami remplaçant s'est fait salement blesser. Là on met tout ça sous le tapis, c'est un peu dommage. Il y avait carrément moyen de rajouter quelques répliques, même si Uryu dit à un moment qu'il a fait tout ça pour ne pas éveiller les soupçons. Donc au final, globalement, le cas Uryu est bien mieux traité que dans le manga avec tous ses rajouts, mais la résolution reste à peu de choses près la même, et on a toujours le sentiment qu'il a un peu abusé à tout vouloir faire dans son coin. Parce que c'est bien beau de vouloir respecter la volonté de Soken qui écrivait que Yua allait revenir et qu'il fallait l'arrêter, mais la volonté de Soken c'était aussi l'alliance entre Quincy et Shinigami. Après on peut dire oui mais Uryu voulait protéger ses amis et pas les impliquer, ce qui est vrai, mais la résolution de tout ça dans l'animé reste un peu rapide et je trouve dommage qu'ils en aient pas profité pour faire une séquence un peu plus longue, qui aurait permis de clore cette histoire d'une meilleure manière. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand on voit le moment où Yua a utilisé l'Osvalen plusieurs années avant le début du manga. Ça c'était stylé, parce que ça permet de revoir Masaki et aussi Katagiri qu'on voit succomber. Tout comme Uryu enfant, qui a tout de même été affecté, même s'il a survécu. Pour le coup, c'était cool à voir et ça complétait très bien le petit flashback sur le toit du lycée qui était trop clean. Franchement, les scènes comme ça en extérieur, avec la lumière et les couleurs, je trouve que c'est celles qui mettent le plus en valeur les persos. Évidemment, avec ça, on voit aussi l'autopsie de Ryuken sur Katagiri, ça c'est dans le manga. Et si vous l'avez pas lu, je vais pas spoiler, mais je vous conseille de vous rappeler de cette scène parce qu'elle est importante. Et maintenant qu'on a parlé des trucs les plus importants, faut aussi mentionner les trucs un peu moins notables, mais qui sont là tout de même. À commencer par un rajout sympa en lien avec Yukio et Riruka. En effet, on voit ces deux-là se rendre à la résidence des Shiba, là où résident Ganju et Kukaku, qui, rappelons-le, ont un lien de parenté avec Ichigo en réalité.
Et s'ils vont là-bas, c'est pour une raison bien précise, afin de récupérer quelqu'un qui sera d'une importance capitale dans les combats à venir. Après ça, on a aussi eu droit au fameux retour de Kira qui fait face à ce qui reste de l'île Barrow. Et en vrai, j'espère qu'ils vont pas faire des rajouts là-dessus en partie 4 parce que je m'en fous. Là, on a vu ce qu'on voit dans le manga et y a pas besoin d'en montrer plus. Surtout que les romans expliquent déjà un peu le dénouement de ce bordel, donc clairement, il y a plus important à traiter. Mais en tout cas, la scène était stylée et faisait bien honneur au manga. Sans parler du Lil Barrow version faible, il me fume. Il parle comme s'il était sous crack, ça veut rien dire. Et enfin, pour terminer, on a aussi le dénouement pour le groupe de l'île Toto. Une scène que j'aurais bien vue à l'épisode précédent, mais en vrai, là, ça passe aussi. Genre ça fait une bonne transition avec Ichigo qui court pour atteindre Yua, mais perso j'aurais pas fini l'épisode là-dessus. D'ailleurs j'aurais pensé qu'on verrait le moment de gloire de Chad et Ganju et qu'ensuite ça finirait sur Ichigo et Inoue qui vont vers le Varvelt. Mais peu importe, ça c'est un détail, surtout que bon, il faut le dire, cette partie 3 elle était incroyable. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi c'était la meilleure des 3 et franchement j'ai adoré. Le seul point noir ce serait au niveau des OST qui sont pas toujours au top je trouve, mais en dehors de ça y a pas grand chose à redire et j'ai kiffé du début à la fin. Voir tous ces passages qui jusque-là étaient inédits au manga, c'était vraiment un truc de fou. Et j'imagine pas la folie quand la partie 4 va arriver. En espérant qu'ils donnent le maximum car il y a des trucs qui doivent absolument être étoffés. Et avec la marge qu'ils ont en termes d'épisodes restants, je suis sûr qu'ils vont nous proposer une fin digne de ce nom. Mais en attendant, comme toujours, je vous remercie d'avoir suivi ces reviews. Cette fois au moins on aura fait tous les épisodes sans faute et je suis content que ce soit le cas, en espérant que vous aurez apprécié. Pour ce qui est de 2025, j'ai pas encore de plan, mais le jeu Bleach Rebirth of Souls me hype de plus en plus, et j'ai giga hâte de pouvoir le tester avec ceux qui y joueront. Donc ça pourrait peut-être faire des vidéos sympas si on part sur un petit arc gaming avec ce jeu, mais bon, d'ici là on verra bien, et en attendant, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, bonne année 2025 et à la prochaine tout simplement.